On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et je crois qu'il faudrait justement infliger un grand démenti à notre maître à tous, Jean-Claude Duss, avec un D comme Duss. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Il n'y a pas de malentendu avec Dieu. Il n'y a que du trop entendu parce que tout vient à la lumière. Bonjour, Yann Bertilman. Nous nous trouvons aujourd'hui devant l'église Saint-Eustache où viennent d'être célébrées les obsèques de Michel Blanc. C'est un grand moment d'émotion et je crois que vous voulez évoquer quelques souvenirs de cette époque des années 70, 80 où la créativité de Michel a commencé à prendre son envol. Oui, bonjour. Oui, je suis désolé de ne pas avoir pu rentrer dans l'église parce que y a énormément de monde, ce qui est une preuve, comme je m'y attendais, de l'amour qu'a suscité ce grand artiste, Michel Blanc. Un grand artiste parce qu'il ne payait pas trop de mine, comme on dit, physiquement. C'était pas Alain Delon, hein, mais c'était une grande âme. Son être intérieur était un grand talent, hein, et très différent de sa personnalité. Et moi, j'ai eu le privilège de le rencontrer dans les années 70, très souvent à Montparnasse, lorsqu'il fréquentait le café L'Odessa. Entre parenthèses, le café de l'hôtel, là où j'étais conçu, en 1946-7, et il fréquentait surtout de manière professionnelle le passage d'Odessa. Il faut dire que le quartier de Montparnasse à l'époque vivait encore avec beaucoup plus de petits théâtres. Et dans le passage Odessa, qui a malheureusement été détruit pour laisser la place à des promoteurs qui en ont fait le passage d'immeubles modernes. Donc autrefois se trouvait le café de la gare où j'ai rencontré souvent Coluche, Patrick Devers, Romain Bouteille et bien d'autres aussi comme Depardieu et Miu Miu. Et un peu plus loin, un peu plus bas que le café de la gare qui se trouvait sur la gauche en venant de la rue d'Odessa, il y avait une petite place. Je suis ému de repenser à ça parce que j'avais 24-25 ans à l'époque. C'est très ancien, ça fait 50 ans. Et il se trouvait le Lucernaire qui a déménagé pour aller rue Notre-Dame-des-Champs et le petit théâtre. Le petit théâtre, donc où jouait Michel Blanc, il avait une vingtaine d'années, peut-être 25 à l'époque, c'était en 76 par là. Le petit théâtre qui est devenu le Splendide. Hein, il y avait toute la bande à l'époque, il y avait Thierry Lhermitte, Josiane Balasco et Junio aussi, bien sûr. Et ensuite ils ont déménagé pour aller au Châtelet. Quand le café de la gare du passage Odessa a déménagé, il s'est appelé le Vrai Chic Parisien. Après aussi, le petit théâtre a déménagé et il s'est appelé le Splendide. Ils étaient au Châtelet, vers le Châtelet. C'est là qu'ils ont créé la pièce de théâtre Amour, coquillage et crustacés et Le Père Noël est une ordure, qui sont devenus des films ensuite. Amour, coquillage et crustacés avait donné Les Bronzés. C'est là qu'ils ont commencé à être connus. Il y avait Clavier aussi dans la bande au Splendide. Bruno Moineau aussi. Anémone, Valérie Mérès, Roland Giraud. Voilà, ce sont des souvenirs comme ça de jeunesse. Parce que maintenant, nous sommes tous à peu près du même âge et nous partons les uns après les autres. Hein. Oui, le grand talent de Michel Blanc a été généré peut-être par son sens de l'humour et de l'ironie, je dirais même de l'ironie socratique, qui était à mon avis la suite
de son éducation en banlieue. Il était né à Courbevoie, élevé vers Puteaux, Colombes, etc., dans le quartier Prolo. Et son père, il m'avait dit que son père, je crois qu'il s'appelait Marcel, avait été déclaré en douane, comme moi-même d'ailleurs, dans les années 70 aussi, qui me permettait de survivre grâce à un assez bon salaire et de continuer mes études aux Beaux-Arts de Montparnasse, à l'école de la Grande Chaumière et à la Sorbonne, enfin bref. Et donc il avait ce sens de l'humour, de l'ironie socratique dans le monde bourgeois dans lequel il s'est retrouvé à Paris, et qu'il aimait tourner en dérision. Il faut se souvenir que les années 70 étaient marquées par mai 68, la révolution ouvrière de 1967-68 et la contre-révolution étudiante gauchiste qui a étouffé la révolution ouvrière. Ces ouvriers que connaissait Michel Blanc en banlieue. Et moi j'appréciais dans des discussions que j'avais eues avec lui à l'Odessa et à la Tonnelle, où on se retrouvait beaucoup entre jeunes artistes, peintres, sculpteurs et comédiens dans les années 70, boulevard Edgar Quinet, est devenu le Dahlia maintenant. Et c'était une arme, ça, une arme redoutable, la dérision qu'on retrouve dans Les Bronzés, le Père Noël est une ordure, et autres titres qui me reviennent. Ah oui, Papy fait de la résistance. Donc il y avait ce recul et cette critique impitoyable de la société de consommation occidentalo-américaine qui nous a envahis en France. Et je pense que c'est à souligner, car Michel Blanc gardait un grand amour du monde traditionnel ouvrier, qu'il avait eu le privilège de connaître dans son enfance, dans les années 50-60, dans une semi-misère à Courbevoie, comme je l'ai connu moi-même à Villejuif, la Île-et-Rose. Mais ce monde ouvrier avait des valeurs. Elle n'était pas dans la décadence actuelle de la consommation, disons, de toutes sortes de produits, jusqu'aux produits sexuels qui sont censés être de l'amour, alors que c'est complètement faux. Alors son génie, je dirais même à quelqu'un comme Michel Blanc, fut d'être parfaitement authentique, et de vivre de manière sincère l'amour des siens, tout en faisant l'acteur, c'est-à-dire en jouant la comédie, alors que la société dont il faisait la critique était déjà une grande comédie du cinéma, de la superficialité, de la société du spectacle, comme l'a très bien analysé mon copain Guy Debord, malheureusement disparu lui aussi, qui a été un héritier de Karl Marx du 19e siècle, qui était déjà un héritier lui-même de Hegel. Et Hegel, héritier des présocratiques, ce qu'on appelle maintenant les radicaux. Et Michel Blanc était à sa manière un radical, c'est-à-dire qu'il s'attaquait à la racine, à travers son métier, des problèmes actuels, dans la superficialité
de ce monde artificiel, individualiste, où tout le monde est atomisé suite à la destruction par le pouvoir de la marchandise, de toute relation humaine, je dirais même de toute humanité. D'ailleurs, je sais qu'il a passé au moins avant son décès une quinzaine d'années avec sa compagne d'origine sénégalaise, Ramatoulaye Diop, ce qui n'est pas étonnant, qu'il a dû vivre un grand amour authentique et profond avec cette jeune femme sénégalaise qui a très certainement été élevée dans le monde traditionnel africain, où on ne vit pas dans un cinéma superficiel, mais dans ce qui est essentiel, c'est-à-dire dans l'essence de l'humanité, qui est l'amour vrai contre l'amour faux occidentalo-américain, de la consommation de personnalités qui sont vides, donc ce qui permet de passer d'une aventure à une autre par dizaines ou par centaines depuis une cinquantaine d'années. L'amour fou contre l'amour faux. Oui, ça c'est très bien trouvé. Fou ou faux, oui. Je dirais. Et donc, pour conclure, j'adresse toutes mes condoléances à cette personne que je n'ai pas eu le privilège de connaître, Ramatoulaye Diop. Je connais bien le Sénégal pour avoir fait des chantiers, des conférences et des séjours prolongés dans la brousse et le désert. Et je ne suis pas étonné en fait que Michel Blanc ait trouvé cette compagne parmi le monde traditionnel africain plutôt que dans le monde occidentalo-américain de la marchandise, où tous les humains deviennent de simples produits, comme on dit maintenant, sur le marché mondialiste. Oui, mais finalement, je ne suis pas étonné que Michel Blanc soit dans cette église Saint-Eustache, que je connais bien pour avoir travaillé dans les Halles quand je n'avais que 18 ans. Certaines nuits à décharger les camions, où on était bien payé d'ailleurs, 70 francs par nuit, qui représente une dizaine d'euros maintenant. Et je ne suis pas étonné car Michel Blanc était pour moi ce que j'appelle un pagano-chrétien et non pas un judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'il était ce que j'appelle catholique païen, le catholicisme romain étant une évolution, un prolongement du paganisme des dieux européens, devenu le culte des saints. Et Jésus-Christ ayant remplacé Apollon ou Jupiter, etc. Et non pas, il était pagano-chrétien, donc, et non pas judéo-chrétien comme les protestants, qui sont à l'origine de ce monde du libéralisme occidentalo-américain qui nous a transformés en marchandises. Et le prêtre, d'ailleurs, tout à l'heure, a très bien souligné ce que je pense en parlant de l'amour, de mystique et métaphysique. Ce qui est un pléonasme, puisque l'amour en français, c'est l'âme en action. Et quelqu'un comme Michel Blanc a vécu, à mon avis, dans l'amour depuis toute sa vie, dans l'amour de son métier et dans l'amour de ses relations multiples dans le monde artistique, dans l'amour de la création, puisqu'il était créateur de son personnage en tant qu'artiste, acteur, donc dans l'action, et non pas dans la passivité de la consommation.
Bonjour Alice Tertrais. Bonjour. Vous qui êtes une critique de l'art cinématographique, pouvez-vous nous parler de l'œuvre de Michel Blanc que vous connaissez assez bien, je crois? Oui, Michel Blanc, effectivement, fait partie de ces acteurs rares et précieux qui ont été capables de tout jouer. Des rôles comiques, presque caricaturaux, des rôles beaucoup plus subtils et des rôles aussi dramatiques. Et il a même été jusqu'à jouer son propre rôle dans une comédie dramatique savoureuse qui s'appelait Grosse Fatigue, où il joue à la fois deux personnages. Il joue son propre rôle, celui de Michel Blanc, et il joue son sosie qui le persécute dans sa vie d'acteur. Et c'est un rôle absolument remarquable et qui pose des questions existentielles. Et d'ailleurs, les rôles de Michel Blanc, dès le début, j'allais dire, dès la création de son personnage de Jean-Claude Duss, qui fait partie vraiment maintenant, on va dire, du référentiel culturel des Français. Hein, Jean-Claude Duss, c'est un héros de la culture populaire française. On cite du Jean-Claude Duss, hein, comme l'a rappelé tout à l'heure le prêtre, notre maître à tous, Jean-Claude Duss, hein, avec ces sorties que tout le monde connaît. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça vient de loin, c'est japonais. Je suis sur le point de conclure, etc., etc. Et bien, ce personnage de Jean-Claude Duss fait appel à des questions existentielles. C'est-à-dire, comment vivre quand on n'est pas aidé par son physique, quand on est timide, quand on n'a pas la chance, comme vous le rappeliez tout à l'heure, Yann Bertillon, quand on n'a pas la chance d'avoir la gueule d'Alain Delon. Voilà. Comment vit-on? Et comment devient-on aussi un personnage public? Et ça me rappelle un autre film aussi, dont le titre était évocateur, Je vous trouve très beau. Et dans ce film, Michel Blanc jouait le rôle d'un agriculteur qui fait appel à une agence matrimoniale pour trouver chaussures à son pied. C'était un peu, on va dire, un film précurseur de L'amour est dans le pré, si je puis dire. Et en fait, dans ce film, donc il demande à une agence matrimoniale de lui trouver femme, et donc il voit défiler un certain nombre de candidates, et à chaque fois les candidates lui disent « Ah bah, je vous trouve très beau », alors que lui-même sait bien que bon, il a d'autres qualités, mais pas celle de, on va dire, la beauté esthétique fatale. Et jusqu'au jour où il tombe sur une femme authentique qui arrive devant lui, et lui dit bah, vous allez me dire aussi, je vous trouve très beau. Et cette femme lui dit non, vous n'êtes absolument pas beau. Mais par contre, je vois en vous des qualités humaines dont je sais que je ne les trouverai pas ailleurs. Voilà, et ça c'est Michel Blanc. C'est-à-dire la capacité d'un homme justement à exposer un physique qui n'est absolument pas glamour, anti-hollywoodien, et dire voilà, regardez ma gueule, et ben derrière il y a des valeurs humaines, il y a une épaisseur humaine, et la beauté elle est intérieure. Et voilà, si je devais résumer Michel Blanc à travers son cinéma, à travers le personnage de Jean-Claude Duss, c'est ça, c'est la beauté elle est intérieure. Tout à l'heure le prêtre parlait de l'anti-héros magnifique, ben, c'est ça. Mais l'anti-héros magnifique, c'est l'héroïsme de Monsieur Tout-le-Monde, des personnes ordinaires qui vont au-delà de l'apparence, qui vont au-delà de la surface d'un visage disgracieux, d'une calvitie. Voilà, tout ce qu'on pourrait maintenant dire, ah ben oui, on peut corriger ça par la chirurgie esthétique, mais voilà, Michel Blanc, il n'avait pas besoin de se faire refaire le portrait. Voilà, il était beau. Voilà, Michel Blanc. Voilà, tu étais beau. Et maintenant, tu resteras beau pour l'éternité. On t'embrasse. Blanc étant aussi la pureté. Et la pureté intérieure, la force de l'être, hein,
est toujours à différencier de la personnalité du paraître, du visible. Merci Alistair Trey.